C, D, did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, nous accueillons Muriel Favarger-Ripper, cofondatrice honoraire et ancienne présidente du conseil de la fondation Advanced Alliances Academy et fondatrice de sa propre marque @Matablenco, qui va nous parler de la création, du développement et de l'entretien de communautés digitales. Un bon exemple du C de communication. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'accueillir Muriel Favarger-Ripper, qui va nous parler de la création, du développement et surtout de l'entretien de communautés digitales. Oui, absolument. Phygital pour donc offline, online ou offline pour présentiel, online pour distanciel. Parfait, merci beaucoup. Personnellement, j'adore ce terme, digital, donc je me réjouis que tu puisses nous en dire plus à ce sujet. Muriel, si je ne me trompe pas, tu es cofondatrice honoraire et ancienne présidente du conseil de la fondation AAA, donc Advanced Alliances Academy, Absolument. mais également la fondatrice de ta propre marque, donc @Matablenco ou @MyTableCo pour les anglophones. D'autre part, tu as aussi développé ta passion artistique comme peintre autodidacte et tu as écrit un premier livre. Donc j'espère que tu pourras Oui. nous en parler aussi. Mhm. Et enfin, avec ton mari, vous êtes des férus de voyage. Donc je pense que Oui. peut-être que tu nous en parleras un petit peu aussi. Oui. Ma première question, ce serait si tu devais décrire ton parcours en un mot, lequel choisirais-tu? Euh, En un mot, hein. Ouais. Je sais, c'est Art du voyage de la vie, un peu comme mon compte Instagram, parce que art pour la peinture, forcément, la créativité, voyage pour les voyages, et vie parce que je suis en vie après une épreuve dont on évoquera peut-être quelques mots tout à l'heure. Donc, art du voyage de la vie, c'est plutôt une expression en fait. Et ça fait longtemps du coup que tu as créé ce compte Instagram? Alors, je l'avais appelé, tu sais, comme, je sais pas si les autres font comme moi, mais on choisit un nom et puis tout à coup, un jour, on se réveille et en fonction des expériences qu'on a vécues, on se dit: «Ah bah oui, je vais le libeller comme ça», et je trouvais qu'Art du voyage de la vie représentait assez bien ce que je réunissais comme photos sur Instagram, en fait. Ouais. Franchement, je trouve hyper inspirant et je trouve que ça représente bien aussi ton parcours dual entre Oui. ta capacité justement à créer ces communautés, mais aussi ta personnalité d'artiste, je pense. Enfin, je pense qu'on peut Mmh. mettre en avant. Oui. Et comment gères-tu toutes ces multiples activités? Alors déjà, en étant très organisée, je sais que des fois, je frustre un petit peu. On me l'a déjà renvoyé, certaines personnes dans le privé ou dans le professionnel, parce que je suis, la première à aimer le spontané. Quand j'étais célibataire, j'accueillais des fois, mes voisins ou des amis de façon assez spontanée. Mais c'est vrai que dans le segment entrepreneurial où je me focalise, hein, qui sont vraiment les mises en relation en présentiel et de temps en temps de l'événementiel, des rencontres collectives publiques ou privatisées, je suis obligée, de m'organiser et de structurer mon emploi du temps. J'avais un ancien patron qui c'est un petit tuyau, qui utilisait beaucoup les couleurs, en fait, dans son agenda, et par criticité aux priorités, et je continue à faire la même chose. C'est-à-dire que ce qui est, par exemple, le temps libre pour me ressourcer, c'est en vert, pour donner un exemple, et ce qui est critique vraiment, high priority, je vais le mettre en rouge. Et puis la deuxième chose, quand on parle d'organisation du temps pour, gérer ces casquettes différentes, depuis ce qui m'est arrivé en 2018, quand je suis tombée malade, enfin j'ai été diagnostiquée de cette maladie, j'ai décidé de garder un équilibre, dans la mesure du possible, entre la vie privée et la vie professionnelle. Ce qui signifie que je travaille tôt le matin, alors que j'étais pas du tout quelqu'un du matin, à la base. Je je profite aussi, bah, du temps de la pause du midi pour, je dirais encore prendre peut-être même un café, en début d'après-midi, mais l'après-midi, en général, je vais vraiment me reposer, me relaxer. Donc par rapport à l'organisation de tes priorités et de ton temps libre, est-ce que tu essayes de respecter un ratio peut-être de manière hebdomadaire? Oui, alors en général, le lundi, c'est vraiment consacré un peu aux coups de fil administratifs.
Les autres jours de semaine, comme je le disais tout à l'heure, je préfère travailler le matin et le midi, voire prendre encore un café jusqu'à 15 heures environ. Et dans la mesure de ce qui est possible, l'après-midi, je vais vraiment me relaxer, prendre soin de moi, heu, éventuellement faire un peu de sport, mais vraiment être concentrée aussi en fait, sur ces moments où beaucoup de gens parlent, tu sais, aujourd'hui de méditation, pleine conscience, et j'ai réalisé que quand je nageais ou quand je me relaxais, j'avais vraiment mon cerveau qui pouvait être extrêmement créatif, et j'avais des très bonnes idées qui émergeaient dans les moments où je me repose. Donc en fait, c'est assez optimal, de se reposer parce que ça permet aussi, je pense, quand même d'être plus performant sur le long terme dans le travail. Tout à fait. Et par rapport à la création de ta marque Matable Co, quel est Mmh. le why de cette marque ou quel est ton why et pourquoi, enfin, pour quelles raisons as-tu mené à bien ce projet? Alors c'est rigolo parce qu'une fois, il y a un entrepreneur qui, un peu en rigolant, mais en même mi-sérieux, mi en riant, m'a dit: «Ah mais un jour, Muriel, elle va avoir des gens qui vont payer pour venir manger à sa table», et en fait, ça m'a inspiré mon nom de marque, qui est vraiment hâte pour le hâte numérique, parce que c'est vrai que les clients, la plupart, je les visibilise quand même, un petit peu digitalement. Alors pas du tout aussi bien que toi tu ne le fais parce que tu es vraiment experte, mais mais je le fais auprès de mes contacts, on va dire, sur 3 réseaux principaux qui sont Facebook, LinkedIn et Instagram. Mais il se fait que j'ai des fois des clients qui ne veulent pas être mis en avant pour des raisons X ou Y. Donc je travaille plus en sous-marin pour sourcer des contacts qui les intéressent, que ce soit, parce qu'ils cherchent par exemple un avocat, en 1 heure et demie, j'ai conseillé, à mon client, 8 avocats, spécialisés dans l'immobilier à l'époque. Il a fait son choix parce qu'il avait un fit avec l'un plus que les autres. Ou alors c'est parce qu'ils veulent développer leurs affaires ici en Suisse et ils veulent trouver des leads. Hem, et puis voilà, donc je le fais de façon plus discrète, mais en me coordonnant avec le client. Donc ça, c'est le hâte pour le numérique. Parce que c'est quand même ma table, c'est les lieux que je choisis, où je réunis les gens autour d'une bonne tablée, parce que pour moi, discuter, d'affaires ou de projets, de synergie ou même pour du bénévolat, je trouve que d'être autour d'une table, soit pour un café, soit pour un repas, c'est super sympa. Et Co, parce que c'est et compagnie, c'est-à-dire que le carnet d'adresses, et les contacts que je réunis sont une part, vraiment essentielle de mon métier dans la catalyse relationnelle. C'est placer vraiment les êtres humains et non pas seulement les logos et les marques ou la notoriété ou le statut, mais c'est vraiment chaque personne à part entière avec ses compétences, en fait. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. C'est vrai que je me pose pas mal de questions. Justement, comment tu fais pour sourcer tous ces contacts et favoriser ces échanges? Alors à l'époque, quand j'ai fait donc plusieurs expériences professionnelles, je me suis rendu compte que quand je passais d'une entreprise à l'autre, qu'est-ce qui faisait la richesse d'une entreprise? C'était justement, ses employés, ses collaborateurs. Et quand j'ai été engagée, avant même d'être engagée comme responsable commerciale, dans une boîte d'informatique, une PME en 2011, j'avais commencé une étude de marché en 2008 parce que je cherchais bêtement du travail. Et on m'avait enseigné, comme beaucoup de nos auditeurs certainement, ils se reconnaîtront dans les cours du chômage, on avait des formations pour adresser le marché caché de l'emploi, en fait. Et quand je suis arrivée, donc en 2008, à chercher du travail, on m'a demandé de créer justement un projet, pour essayer de me positionner sur le marché du travail. Mais moi, j'avais comment dire? Une vision un peu plus large que simplement moi trouver du boulot. Je voulais voir comment finalement les décideurs, d'abord c'était les RH parce que j'étais très intéressée par les ressources humaines, ou les consultants RH, et après je me suis adressée à des CIO, des directeurs généraux. Comment finalement ils faisaient pour gérer ou pour développer ces ressources, qui sont les êtres humains, hein, tu vois? Leur articulation, dans une équipe, comment est-ce qu'ils faisaient pour développer peut-être, leur entreprise sur l'extérieur? Parce que je m'étais rendu compte que cette richesse-là qui est finalement,
des fois un peu galvaudé, hein. On voit aujourd'hui, on est dans une période quand même pré-récession et il y a des licenciements. Alors bon, les licenciements, des fois, les directeurs, ils y peuvent rien parce que c'est la situation socio-économique. Mais quand même, j'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles dans des segments différents et j'ai trouvé qu'il y avait pas toujours beaucoup de respect, en fait. Même moi-même, j'ai été des fois licenciée dans des conditions qui étaient, je pense, pas très correctes. Donc j'accorde de l'importance à ça et pour revenir à ta question, ben, de base, parce que je m'y suis un petit peu perdue là, heu, Sur la façon que tu as de sourcer ces contacts, de les mettre en voilà. relation. Donc après, j'ai mis tout en place une méthodologie issue du terrain, de mon expérience sur le terrain. Quand je suis rentrée dans cette PME informatique, je leur ai dit: «Voilà, moi je vais pas faire des cold calls, ça me fait pas vraiment du sens, mais d'intégrer le sourcing de leads», parce que j'étais engagée pour 100 de prospection commerciale. Là, je peux l'intégrer dans une démarche plus systémique. Au lieu d'adresser le marché caché de l'emploi, je peux adresser le marché caché des besoins dans l'informatique. Mais il faut que je sois dans une vraie histoire, pas du fake, mais que, vraiment c'est ma manière de fonctionner dans mon cerveau, en fait, c'est systémique. J'ai besoin d'adresser quelque chose de plus large que le simple objectif que j'ai de développer des prospects pour une entreprise. Et donc de là est parti toute une méthode, tout un «protocole» entre guillemets, qui est, rassembler les gens. Alors nous, on avait à l'époque dans l'informatique, évidemment, la cible première, c'était des IT managers, du CIO ou autre, mais j'ai élargi exprès parce que dans mon expérience, je voyais que des fois, les projets informatiques, c'était pas que des IT managers qui décidaient, c'était des fois le CFO, le CEO ou le CEO, tu vois? Et j'ai commencé à développer cette méthode sur le terrain en écoutant aussi le retour du marché, donc en récoltant aussi beaucoup de données par les interactions que j'avais puisque je rencontrais les personnes une à une, au moins 1 heure et demie des visus et après elles se réunissaient sur des petits groupuscules ou sur des plus grands events et j'applique cette méthode aussi, voilà, par cercle. Dès qu'il y a un centre d'intérêt qui m'intéresse ou dès qu'il y a une verticale de métier que je veux adresser, bah, je vais créer en fait une commission ou un cercle autour de cette thématique ou de cette verticale et tous mes projets aujourd'hui, toutes mes entreprises, sont issus de cette méthode. Depuis maintenant quand même 2008, on est en 2023 bientôt. Donc ça fait pas mal de temps et ça marche quoi. C'est vraiment organique en fait. C'est pas nécessairement structuré tout de suite, mais tu vois, par exemple, si je voulais développer tous les aspects digitaux, en profondeur, bah, je pense que je créerais simplement un cercle qui est dédié au digital et puis après je vais rencontrer des acteurs comme toi pour mieux apprendre, comment est-ce que vous fonctionnez, quels sont vos besoins, quels sont vos objectifs et en échange, bah, je vais vous adosser, notamment au club Master Mindset. Mais ça, c'est une des possibilités. Mais en fait, les combinaisons sont assez multiples du moment que tu parles d'être humain et de relations, en fait. C'est comme une Mhm. peinture, hein. Bah, c'est vrai que là, tu as mentionné le club Master Mindset. Pour la petite histoire, c'est là où on a eu l'occasion de se rencontrer. En fait, ce Oui. jour-là, c'est vrai que je ne te l'avais pas dit, mais j'ai une petite anecdote. J'étais censée enregistrer le podcast de ce mois-ci, qui a finalement Oui. été annulé pour des raisons professionnelles de la personne. Et donc, j'ai eu l'occasion de te rencontrer. Oui! Et voilà, Grâce à bah, du qui, coup, oui? finalement, c'est toi qui représente le podcast de ce mois-ci. Et je suis vraiment ravie parce que du coup, tu peux nous parler de cette fusion entre le physique et le digital. Comme je dis à mes clients tout le temps, le site internet ne va pas remplacer le bouche à oreille, mais il permet de l'amplifier. Oui. Donc c'est clair que ça part toujours de toute façon d'une communauté physique, de clients qui croient en fait aux professionnels, mais le digital est là pour l'amplifier et le soutenir. Et par rapport à ça, justement, c'est vrai que cette conférence qui avait eu lieu le mardi 25 octobre portait sur la persévérance, la résilience et le marketing d'influence aussi. C'était extrêmement intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet et sur ces trois sujets que tu avais choisis? Pourquoi en fait ces trois Oui. sujets pour le lancement de ce Master Mindset? Bah, écoute, un des ADN de toutes les communautés ou les écosystèmes ou les réseaux, mais j'aime pas trop le mot réseau parce qu'il a été très galvaudé comme le mot coaching, c'est l'intergénérationnel.
et construire des ponts ou du dialogue ou des synergies entre les générations. C'est quelque chose qui maintenant est beaucoup repris un peu partout. En 2008, on me regardait vraiment comme si j'étais un ovni, pour dire la vérité. Donc je suis contente que, voilà, aujourd'hui, ce soit quelque chose de beaucoup plus répandu. Bah, construire ces ponts, ce dialogue, ça passe quand même par essayer un minimum de comprendre les codes des uns et des autres. Alors les seniors, maintenant, je peux quand même dire que je suis du côté senior en termes d'âge, parce que j'ai bientôt 50 ans et en termes d'autorité, de compétences dans mon domaine aussi. Mais les juniors, comme toi ou comme même ceux qui sont plus jeunes que toi, bah, c'est aller à leur rencontre, leur confier de temps en temps même des responsabilités et comprendre quels sont les médiums, enfin les médias qui leur parlent ou les sphères qui les touchent ou les thématiques qui les impactent et et j'ai vu vraiment, grâce d'ailleurs à un de mes clients, parce que j'avais bossé avec 2 jeunes justement, dans tout ce qui était copywriting. Donc j'avais fait une étude un peu sur les youtubeurs, les créateurs de contenu. Donc je suis forcément tombée sur, des influenceurs, des infopreneurs et j'ai vu leur manière de communiquer, j'ai vu la manière de se marketer aussi, j'ai vu aussi leur tribu, enfin leur culture, communautaire également, hem et ça m'a parlé parce qu'il y a aussi certains d'entre eux qui ont un parcours hectique, mais qui justement ont fait preuve de beaucoup de résilience. Et au fond, ben, j'ai pris contact avec un premier, puis ensuite j'en ai rencontré un qui m'a été recommandé par un entrepreneur en dur, comme ils disent et en fait, il s'agit d'Édouard et Édouard, lui, m'a recommandé d'autres personnes et en fait, c'est un peu comme une, pelote de laine, hein. Tu tires un fil et tout vient avec. Donc c'est le même principe que ce qu'on disait tout à l'heure. À partir du moment où tu t'intéresses à un certain segment de la population ou à une thématique, mais que tu es vraiment, authentique dans cette démarche, parce que c'est du contenu, c'est du vrai contenu, ça t'intéresse ou ça te passionne, bah, forcément tu fais des rencontres incroyables et puis après il y a des complémentarités qui naissent très naturellement. Ah, c'est pas pour Et ça que tu monétises tout de suite, je tiens à préciser parce que sinon les gens voilà, je ne suis pas devenue milliardaire en 5 ans, mais je suis riche par contre, je pense énormément de très, très belles rencontres et aussi des expériences plus difficiles, mais finalement qui nous apprennent, tout autant, hein. Et j'aimerais juste revenir sur deux mots-clés que tu viens de citer, infopreneur et influenceur. Dans l'analyse que tu as menée, de quelle manière tu penses qu'ils sont différents? Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce que tu as appris justement sur ces deux métiers? Alors ce que j'ai appris en tout cas sur déjà les créateurs de contenu qui sont des fois partis dans l'infoprenariat, c'est-à-dire qu'ils ont monétisé à un moment donné, les contenus ont grandi de façon tellement organique, notamment sur YouTube, qu'ils ont pu en faire même un business. D'abord parce que YouTube te permet ça quand tu atteins un certain nombre de followers, mais ils ont diversifié à un moment donné leur business model, et ils ont vendu par exemple des choses, en ligne, ça peut être des produits ou autres, voire des services. Souvent, ils se posent quand même la question s'ils ont très bien réussi à monétiser tôt, des questions plus d'ordre, je dirais, du sens de la vie. Parce que quand tu as tout à coup, peut-être beaucoup d'argent, tu vas t'intéresser à des choses que tu avais laissées de côté au début parce que tu voulais juste facturer et gagner ta vie. Mais quand ils se rendent compte que finalement l'aspect de la monétisation n'est plus tellement un problème, ils s'intéressent à d'autres centres d'intérêt. Ils ont aussi des fois, pour certains ou certaines d'entre eux, d'entre elles, envie de redonner et de redistribuer dans du philanthropique, par exemple, ou alors, de s'essayer à d'autres types, de métiers, pourquoi pas. Ça, c'est ce que la première chose que j'ai observée. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, entre infopreneurs et influenceurs, tous les infopreneurs ne deviennent pas influenceurs, pour des questions évidentes de, voilà, est-ce qu'ils ont une notoriété vraiment qui fait la différence? Il y a des infopreneurs qui décident de simplement utiliser, le numérique et notamment, je sais pas moi, les tunnels de vente ou le copywriting, par exemple, pour, rentabiliser leur business, mais qui veulent pas forcément être, faire croître leur notoriété, en fait. Parce qu'ils ont peut-être peur, de pas gérer leur image ou ils ont d'autres, c'est pas forcément des peurs, c'est aussi parce qu'ils ont fait ce choix de pas se rendre, plus connu que ça. Donc tout le monde ne devient pas Kim Kardashian ou sa sœur,
Kylie Jenner, je crois. Je sais plus exactement le prénom, mais elle est suivie par des millions de gens, c'est comme certains chanteurs. Tout le monde n'a pas cette velléité-là, tu vois? Mais par contre, ce que je trouve intéressant dans leur code, c'est que, quand ils communiquent vraiment entre eux, ils ont bien compris aussi la notion de branding mutuel. Donc ils ont une communauté et ils vont se visibiliser mutuellement avec celle de l'autre. Ils font des podcasts croisés, voilà, ce genre de choses. Ils ont très bien compris comment faire croître, en fait, leur communauté, tu vois? Et ça, je trouve que c'est inspirant, pour moi en tout cas, qui ai fait beaucoup plus du présentiel jusque-là. Tu vois? Ouais, J'ai ouais. c'est moi ma plus-value, elle était surtout dans le présentiel. Donc tout à coup de rencontrer ces plus jeunes, et de les intégrer, dans une matinale qui sera une première en Suisse, je crois, à un moment donné, c'est d'avoir vraiment, des entrepreneurs en dur et des infopreneurs et des créateurs de contenu, voire peut-être un jour des influenceurs, encore plus qui ont une plus grande notoriété. Je trouve que c'est très, enrichissant pour tout le monde. Justement, dans l'objectif de ma table Co, c'est de mettre les gens en relation et de favoriser les échanges, comme tu l'as déjà mentionné. Et je pense que tu t'es inspiré du coup de ces infopreneurs et de ces influenceurs pour encore, je pense, avoir un plus grand impact. Quels sont tes conseils pour créer, développer et surtout entretenir une communauté? Hem, Moi, je crois qu'il faut déjà être très au clair et ça, c'est bien d'avoir des gens, tu vois, comme toi ou comme d'autres, sur sa sur son why, sur son ADN, son identité d'entreprise, de marque, la stratégie qu'on a en tête pour l'incarner ensuite et la déployer par tactique opérationnelle. Ça, c'est déjà le premier point. Donc, si les gens dans les formations que je donne, si les gens font déjà leur travail avec le Canva, d'Alexander Osterwalder, Business Canva, je pense que c'est un 1 step parce que moi je suis pas spécialisée là-dedans. Ensuite, il faut réfléchir à quel type d'écosystème on veut créer, déployer ou consolider. Il y a des gens qui vont appuyer sur, l'écosystème interne. Si par exemple c'est une multinationale ou une PME, ils ont peut-être beaucoup de filiales et déjà là, il y a une communauté en tant que telle qui est composée des employés et des succursales. Mais moi, ma spécialité, ça a vraiment été de déployer plutôt les relations externes jusqu'à maintenant, soit avec un propos de trouver des leads, de développer de la prospection, voire des affaires et ou des alliances, des partenariats et des synergies. Et là, ce que je conseille en général, c'est une fois qu'on a son tagline, son why justement qui sont très bien établis. Je donne l'exemple de la PME, d'informatique. C'était, place l'homme ou l'être humain au cœur de chaque projet, qui a d'ailleurs été repris beaucoup par plein d'autres entreprises depuis aussi, hein. Eux, quand je suis arrivée, c'était en 2011, donc depuis on le voit partout. Oui, on place l'être humain au cœur de bah, bref. Et j'ai décliné toutes les rencontres autour de cette simple phrase. Donc c'était un vrai storytelling qui était incarné. Parce que les gens font gaffe aussi aujourd'hui, on en parlait encore ce matin dans une conf call, enfin dans un web dans ouais, une visio, justement avec le numérique et c'est assez simple pour certaines personnes de de ouais, de pas dire complètement la vérité, de pas être totalement cohérent. Ils affichent quelque chose et en fait, ils délivrent pas toujours derrière, comme ils disent qu'ils vont faire. Donc, il y a vraiment la question aussi de confiance. Moi, je conseille toujours, parce qu'après c'est l'épreuve du feu, hein, quand vous rencontrez les gens en présentiel, vous pouvez pas non plus, mentir indéfiniment quoi ou faker les choses. Donc c'est important d'être très au clair avec son identité, de pas survendre. Quand on voit les gens et quand on les rencontre, c'est de ne pas les voir que comme des pions. Moi, je trouve que voilà, il y a rien de plus horrible que que de dire qu'on va créer une communauté, puis après en fait, on voit les gens que comme des gens, voilà, des pions qui vont finalement être, ceux qui vont monétiser votre communauté. Je je conseille vraiment, d'abord focaliser sur la qualité et voir avoir une vision à long terme. Et quand on est dans cette optique-là, la quantité va venir d'office à un moment donné ou l'autre. Il y aura des obstacles des fois sur le chemin pour créer puis aussi maintenir la culture d'une communauté, hein. Parce qu'au début, tout le monde est très enthousiaste, c'est comme dans une start-up et puis quand vous commencez à avoir des problématiques ou des succès, c'est là que les frictions commencent à subvenir.
à survenir, pardon. Donc oui, c'est du relationnel, hein, donc on n'est pas dans quelque chose de figé. C'est très itératif, ça évolue. Comme le marketing. Mais On comme le est toujours marketing. dans un processus Après voilà, itératif de test and learn. comme le marketing. Bon, après, si on veut aller plus loin dans la réflexion, c moi je fais enfin je crée des écosystèmes qui sont quand même personnalisés en lien avec le client et mes clients des fois simplement rejoignent en fait mon écosystème parce que maintenant le mien est quand même assez large quoi. Ça fait quand même plus de 25 ans que je suis ici en Suisse. J'ai commencé de façon consciente à bâtir tout cet écosystème de contact en 2008. Donc, en fait, des fois, les gens se disent: «Bah, en fait, pourquoi est-ce que je créerais le mien? Je vais m'adosser à celui de Muriel direct, quoi». C'est peut-être plus simple dans leur tête, alors que ça l'est pas tant parce qu'il faut quand même aussi du suivi. Ah bah C'est c'est clair que important ça. c'est un travail d'entretenir sa communauté et les relations. Euh, Oui. Ça prend du temps. Et du coup, tu mentionnais justement qu'il était extrêmement important de définir sa vision à long terme, de comprendre son ADN, de définir son why. Est-ce que tu as des conseils que tu peux partager à ce sujet justement pour aider les gens à se retrouver, surtout en cette période, je pense, d'après-Covid, de guerre, de conflit et certainement bientôt de récession. Je pense que les gens ont un besoin particulier d'identification et de redéfinition de leurs besoins peut-être. Alors moi, je conseille toujours le principe réalité, que ce soit en bilatéral ou en collectif. Quand quelqu'un me dit, qu'il sait pas trop où son business model va le mener ou la mener, bah, je dis: «Écoute, viens, on va en discuter, soit que les 2 si tu veux pas, entre guillemets, te mettre à nu sur, ton intimité business. Mais si tu es ouvert à ce qu'on en discute avec deux trois autres, parce qu'on est toujours, plus intelligent, ensemble que tout seul ou à 2. J'ai l'exemple d'un gars qui, il y a plusieurs années, il se demandait comment, financer sa structure parce qu'il la dirigeait, c'était une unité, enfin une sorte de filiale et il m'a posé la question, je dis: «Mais écoute, on sera justement, je pense, ce sera plus intéressant de brainstormer à plusieurs». Donc une quinzaine de personnes de toutes générations confondues qui sont venues autour de lui. Moi, j'avais un simple flip chart, j'avais pas de méthode de design thinking qui, à mon avis, rajoute beaucoup de richesse dans le processus de réflexion et de pistes de solutions. Mais je te dis, on a passé 2 heures, franchement, c'était génial, quoi. Tout le monde donnait son avis, pour l'aider à trouver des méthodes de financement, ensuite moi, j'ai noté bêtement aussi des noms et des numéros de téléphone, qu'on filait au mec, en fait, et qui est sorti, il était tout rouge de joie, quoi, entre guillemets et parce qu'il avait, des solutions qui lui étaient, proposées et il a pu après, hein, j'imagine, itérer là-dessus et construire sa propre, faire une sorte de prorata de tout ce qu'on lui avait proposé, quoi. Mais c'est sûr que ça, pour pouvoir définir son why ou pour se renouveler dans sa vision, moi, je dis toujours que le brainstorming, ensemble, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Alors, en plus, quand on a la chance d'avoir et c'est ce que j'ai avec certains, ou certaines, un bypass où je leur dis: «Écoutez, viens, on va se réunir là autour d'un café et on va réfléchir avec, je sais pas, bah, avec toi, par exemple, Ophélie». Heu, ben, je suis sûre que tu sortirais de là et tu diras: «Waouh, c'est en fait, j'avais pas pensé à ça, mais ça oui, par contre, en plus, j'ai pu dans le brainstorming positionner ça et ça auquel les autres n'avaient peut-être pas pensé. Eux, ils sont venus t'aider, mais en fait, c'est toi qui les as aussi aidés». Tu vois? C'est très je trouve ça très enthousiasmant, en fait, parce que, quand on sort du covid et qu'on a été confiné, notre cerveau, il est un peu, il faut le décapsuler et c'est dans une confrontation au terrain que, on décapsule les choses. J'ai un autre exemple, quelqu'un qui m'avait dit: «Oui, on pourrait créer telle agence de recrutement». Et j'ai dit: «Ouais, mais attends, il y a tellement quel est l'USP en fait? Quel est l'unique selling, proposal alors à ce moment-là? Laisse-moi faire une petite enquête de marché auprès de 100 de mes contacts ou même des gens que je contacte comme ça». Parce que c'est beaucoup plus simple quand si moi par exemple j'avais une enquête de marché à faire, je te dirais: «Écoute Ophélie, réponds à 3 de mes questions. Après, est-ce que tu peux pas me recommander 2 autres dans ton entourage qui vont répondre aux mêmes questions?» C'est Ouais. beaucoup plus simple à partir du moment où on a déjà une base de contacts. Donc voilà, pour répondre à ta question, principe, réalité, quel que soit votre besoin, votre objectif, allez confronter le terrain. Sortez de vos zones de confort.
Parce que ça sert à rien de développer tout un business plan s'il est décorrélé de la réalité, que vous pensez que ça va répondre à un besoin, mais c'est juste de la théorie en l'état. Et puis aussi auparavant, tu parlais de toute une méthodologie que tu avais développée après 2008 justement, ou 2011 quand tu as rejoint cette PME. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur un peu les étapes de cette méthodologie? Oui, alors sans tout révéler parce qu'on a une idée, commune, toi et moi, de lancer une formation, peut-être, qui serait, combinée. Déjà même en 2008, en fait, j'ai commencé à aller justement confronter le terrain en allant poser des questions, en fait, à ces segments que j'avais identifiés parce que ça m'intéressait et je voulais pas me faire de fausses idées en me disant: «Ouais, je vais trouver tel job dans tel domaine». Puis en fait, j'aurais été peut-être déçue parce que j'avais une fois quelqu'un qui m'a dit: «Ah oui, tu vois, telle responsabilité, ça me parle». Je dis: «Ouais, mais est-ce que c'est le titre qui te parle ou c'est ce qui Complètement. recouvre vraiment l'opérationnel ou bien la les responsabilités qu'il y a derrière?» Donc déjà rien que d'aller poser des questions et puis ensuite, la méthodologie, ben, elle passe évidemment par un état des lieux. Donc si le business canvas n'a pas été mené ou réalisé, je conseille de le faire, qui inclut aussi évidemment l'analyse SWOT, donc strengths, weaknesses, opportunities and threats. De poser bien ça pour que le diagnostic de votre entreprise, de l'état des lieux soit clair et ensuite de poser des objectifs. Voilà, on a telle cible, on veut réunir telle personne, on veut atteindre telle audience et à partir de là, décliner avec des tactiques très simples, hein, mais transposer en fait d'un domaine à l'autre. C'est-à-dire que je vais peut-être pas pour un client qui a pas envie d'être visible à chaque fois, un CEO qui veut pas tout le temps être visible parce qu'il est très occupé et qu'il a pas forcément il veut maîtriser sa communication, admettons. Par rapport à un CEO qui lui veut être visible et en plus donner des conférences, donc partager du contenu, je vais décliner les choses avec, en respectant leurs desiderata, si tu veux. On le fait ensemble et après il y a tout un cycle de vie, que j'aborde justement dans la méthodologie, qui sont mes suggestions. Maintenant, chaque personne en ayant suivi le cours peut l'appliquer ou s'inspirer que d'une partie de la méthodologie, hein. Il faut que ça fasse sens en fait pour l'entreprise. En tout cas, je trouve aussi que par rapport à ce que tu as dit auparavant, tu as déjà révélé, enfin, je trouve deux, trois éléments qui sont, selon moi, essentiels. La première, c'est de ne pas garder secret son business model Canva. C'est important à un moment donné d'en parler. Ou comme tu disais aussi, un autre point que je trouve extrêmement intéressant, quand on rencontre quelqu'un, lui demander s'il a deux, trois autres personnes à nous recommander. Et c'est vrai que ça, c'est un outil gratuit qui est extrêmement puissant. Donc, je pense qu'effectivement, il faut s'en inspirer. Oui, absolument. Oui, oui, oui et quitte à challenger aussi, les membres de l'écosystème, qu'on a créé, qu'on a développé en co-construisant, en disant: «Mais maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous voulez vous engager? Mais comment?» parce que porter les choses seul, c'est pas toujours très sain, je trouve, à long terme, donc il faut pouvoir déléguer certaines choses et hem, donc oui, ça, c'est important. Et puis, et puis aussi avoir toujours des retours du marché. Donc on a développé quelque chose, peut-être dans les années 2000, mais dans les années 2020, le contexte est différent. Donc c'est pour ça aussi que moi je me suis approchée notamment, des créateurs de contenu, des infopreneurs et autres, parce que, je voulais aussi être un peu en lien avec les codes que comprennent les jeunes, tu vois? Et qui les touchent. Et par rapport justement à ce retour sur les échanges intergénérationnels, est-ce que tu Oui. as des conseils pour favoriser ces échanges? Comment toi tu as fait pour favoriser ces échanges? Alors déjà, je leur ai fait confiance parce que de toute façon, même si ça se passe pas bien, ça mange pas de pain de confier des responsabilités à des jeunes qui sont des fois très, très willing et beaucoup plus motivés, qu'on ne pense. En plus, il y a eu du mentoring inversé. J'en ai moi-même bénéficié, des jeunes qui m'ont appris vraiment des choses et puis qui m'ont aidée. Hem et puis, j'avais créé à l'époque concrètement 2 comités. Un comité junior stratégique et un comité senior stratégique. La seule personne qui avait créé ça, à ma connaissance, c'était madame Magistretti pour sa fondation et donc son fils d'ailleurs nous a rejoint au comité junior, c'est intéressant et
et donc je les ai laissés travailler ces 2 comités chacun de leur côté pour justement pas trop qu'ils soient influencés tout de suite par le dialogue entre eux et dans un second temps, je réunissais les seniors et les juniors sur des petits groupes et puis après on se revoyait aussi dans les plus grands groupes. Donc si tu veux, tout ce métier de catalyse relationnelle pour créer les écosystèmes et les communautés digitales s'ancre dans 4 piliers. Il y a vraiment, les mises en lien privatisées, personnalisées, on est peut-être 3, 4, pas ou un peu plus, mais des petits groupuscules quoi, des groupuscules. Ensuite, le deuxième pilier, c'est vraiment plus le côté événementiel, le côté public, la partie émergée de l'iceberg, où il y a tout ce côté marketing, branding, sur lequel on peut aussi capitaliser, hein, pour donner envie à une communauté, d'être dans la fidélité quoi, de pas aller toujours ailleurs, mais de continuer à forger, ce noyau. Parce que ce qui fait la différence dans les événements, c'est qu'il y a toujours un noyau qui se connaît. Donc il y a déjà une atmosphère de base, si tu veux. Sans être sectaire, on est toujours ouvert, à des nouvelles personnes. Troisième pilier, c'est vraiment, ça, c'est quand je bosse avec des CEO, j'aime bien bosser directement avec des décideurs. C'est, être un peu une sparring partner pour elles ou pour eux, c'est-à-dire les débriefer, avoir un regard externe. Je suis pas impliquée comme une employée, donc j'ai une vision peut-être plus détachée, plus méta, comme on dirait dans le social. Et puis, le quatrième pilier, c'est, ça va être justement, ce côté plus numérique, hem, auprès de mes communautés à travers les réseaux sociaux ou bien les interviews, les vlogs et cetera. C'est un peu les 4 piliers. Heu, on pourrait dire qu'on outsource ces choses-là, soit tu as une boîte, qui fait de la vente, de la prospection et aussi une boîte de marketing et une autre de RP et d'événementiel. Moi, j'ai décidé que je faisais une approche un peu, on va dire, j'essaye d'être dans le 360 degrés des relations externes, si tu veux. J'imagine qu'il y a un certain nombre de personnes que tu as rencontrées qui t'ont certainement inspiré, peut-être donné des conseils aussi au fur et à mesure de ta carrière. Quelles sont ces personnes et qu'est-ce qui t'a marqué en fait dans ces rencontres? Alors déjà du point de vue privé, mes parents étaient des gens très hospitaliers. Ils étaient peut-être pas parfaits, mais en tout cas, ils étaient très ouverts à ils faisaient pas acception de personne, comme on dit. C'est-à-dire qu'on avait des gens de toutes les nationalités, de tous les âges qui venaient des fois manger à la maison ou autre. Donc ça m'a, je pense, probablement assez bien marqué. Ensuite, ben, c'est vrai que dans toutes les communautés, chrétiennes que j'ai fréquentées étant plus petite, j'ai vu la puissance du collectif, ça c'est évident. Et dans le séculier, c'est-à-dire dans mon travail aujourd'hui ou dans mes contacts personnels, mais qui n'ont rien à voir avec ces communautés, chrétiennes, à travers les voyages, j'ai vu aussi la puissance des communautés, notamment à Bali, où il y a un syncrétisme, enfin une symbiose, pardon, des synergies entre le village et bah, par exemple un resort. Tu as beaucoup de gens du village qui sont employés dans le resort, donc j'ai vu les alliances enfin voilà, qu'ils faisaient dans ces cultures-là. Aussi le système D dans les pays, les syst le dans les pays d'Asie du Sud-Est, vraiment, ils trouvent toujours, une solution, il y a l'idée de l'entraide. Donc l'idée de l'entraide, c'est aussi comme le brainstorming, tu vois? On essaie de réfléchir ensemble. Et puis après, bah, j'ai voilà, toutes les personnes que j'ai interviewées ou qui sont passées par l'écosystème, forcément, comme tu rencontres, tu parles, tu échanges, c'est riche d'énormément, de leçons, hein. Il y a des choses que j'essaye d'éviter. Quand, par exemple, j'ai quelqu'un qui me dit: «Écoute, j'ai je sais pas combien de followers, mais j'arrive pas à convertir», je me dis que là, effectivement, il faut pas être à la chasse des likes de convenance, tu vois? Et par Mhm. exemple, je payerais pas non plus aujourd'hui, je sais pas, peut-être un jour je le ferai, mais j'ai pas envie pour le moment en tout cas. Je payerais pas une boîte qui me ramène juste des vues ou des likes, pour bien faire dans le décor, parce que je pense qu'à un moment donné, ça pèche. C'est-à-dire que tu arrives à un au début, c'est bien parce que l'algorithme va reprendre ça, mais après il y a quand même le discrepancy, enfin le delta entre ce que tu dis pouvoir faire, qui est en plus porté par, du coup, vraiment beaucoup de gens, qui sont aussi des gens réels. C'est pas des gens qui sont payés par des agences pour mettre des likes. C'est après ça devient vraiment réel et est-ce que tu vas pas être dépassé dans ta livraison, ton delivery, en anglais on dit ta prestation quoi, que ce que tu veux délivrer et il faut penser à tout ça, hein. Je pense qu'aujourd'hui on est un peu séduit, heu
justement par l'idée qu'on peut devenir multimillionnaire en quelques années parce qu'on a mis le tunnel de vente qui était génial. Ouais, mais le tunnel de vente, il faut quand même le feeder avec, des adresses mail déjà de 1 et pour feeder ça, il faudra mettre en place des choses où toi tu es experte, c'est-à-dire tout ce qui est SEA, SEA, SEM, enfin Google Analytics, tout ce genre de choses. Donc ça vient pas non plus comme ça, du ciel, c'est quand même du boulot, quoi. Non, c'est clair, il y a un délai de conversion aussi que Bah, quand parfois les même, gens ouais. oublient. Bah, pour rappel, B2C, on est quand même souvent à 3 à 6 mois de conversion et B2B, ça peut être 6 mois à 2 ans. Donc c'est vrai que parfois les gens pensent qu'il faut faire du marketing au moment où on en a besoin, mais bon, généralement le marketing, il faut en faire quand on n'en a pas besoin, pour le jour où on en Mais aura besoin. c'est totalement ce que je dis. C'est comme quand, par exemple, des gens me demandent d'organiser un événement et voilà, que certains de mes contacts viennent. Je dis: «Non, mais si tu me préviens 15 jours à l'avance, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça va être compliqué». C'est pas tandis que si tu m'avais prévenu 3 mois à l'avance, j'aurais pu délivrer quelque chose qui fasse vraiment du sens pour toi. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense il vaut mieux un peu anticiper quand même et préparer les choses. Tu parlais aussi de beaucoup d'interviews que tu as menées avec les gens et qui t'ont énormément enrichi. Est-ce qu'il y a une question que tu poses systématiquement, peut-être une question à côté de laquelle tu ne pourrais pas passer quand tu rencontres quelqu'un? Oui, oui, alors ça, c'est la même qu'en 2008. C'est vraiment et c'était avant moi-même que je parle beaucoup de résilience d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que, dans un parcours, professionnel, hem, si on vit des épreuves privées ou professionnelles, on arrive à rebondir? Donc c'est toute la puissance de la résilience en fait, hein. Toute cette articulation-là qui moi me passionne parce que moi-même j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, mais que souvent les gens me disent: «Ah mais, on dirait pas, tu es tellement joyeuse». Je dis: «Ouais, non mais c'est après qu'est-ce qu'on en fait de ces difficultés? Comment est-ce qu'on les transcende, ou pas, hein? On peut aussi décider, que finalement, bon moi j'ai choisi, plutôt d'en faire des forces, et puis des fois, j'ai été quand même amoindrie, notamment en 2018 quand on m'a diagnostiqué ce double cancer du sein, j'avais pas choisi mais j'ai décidé de prendre ces 17 mois de convalescence comme une retraite qui allait être créative, spirituelle, aussi pour l'écriture. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais aussi peut-être plus faire dans un second temps. Est-ce que j'avais envie de quand même continuer? Même si cette réflexion, elle s'est faite surtout après évidemment les traitements et quand je suis sortie de convalescence, parce que quand on est dedans, ben voilà. Mais c'est une force aujourd'hui d'inspiration en fait, ce moment de fragilité. D'abord pour faire tomber les omertas et les tabous, sur la maladie, hein, parce que moi j'ai quand même beaucoup de gens, qui des fois ne m'ont même plus contactée parce que je pense ils croient que c'est comme un virus en fait, mais c'est pas parce que j'ai été malade que je veux transmettre le virus de la maladie, tu vois? Mais, ou alors des gens qui sont oui, enfin qui trouvent que j'ai changé forcément, hem, en fait toutes les expériences qu'on peut vivre, je crois, peuvent nourrir notre vie créative, entrepreneuriale et ou professionnelle. C'est vraiment une question de posture, de positionnement, de s'entourer aussi de gens qui vont peut-être nous accompagner dans cette réflexion. Moi, je le fais beaucoup entre pairs, c'est-à-dire je discute des fois avec d'autres entrepreneurs, qui vivent des fois des situations, des cycles, hein, des saisons, hem et on se débriefe comme ça mutuellement, c'est très, très chouette, je trouve. Et justement, pour revenir sur ce sujet de la résilience, qui était l'un des 3 sujets principaux de l'événement du 25 octobre, Oui. donc l'événement de lancement de Master Mindset. Je ne sais pas si tu te souviens, mais en fait, au tout début de la conférence, tu avais pris la parole justement pour accueillir les différents speakers. Et tu avais dit, ah, j'aimerais bien qu'à la fin de cette conférence, que vous sortiez en fait avec un mot. Si au moins vous pouvez Oui. sortir avec un mot à la fin de cette conférence, ça me ferait plaisir, etc. etc. Est-ce que toi, du coup, tu as choisi un mot Alors déjà, je vais te poser la question à toi. Toi, c'était quoi le tien, en fait? Tu es sorti avec quel mot, toi, Philippe? Alors moi, c'est vrai que j'avais fait une petite sélection de mots et finalement, j'ai sélectionné dépouillement personnel. Parce que c'est vrai que le développement personnel, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, quand il a expliqué la différence entre développement personnel et dépouillement personnel, ça m'a beaucoup interpellée et je me suis rendu compte que ça avait beaucoup de sens. On vit dans une société, je pense,
qui attend de nous qu'on soit parfait, que ce soit physiquement, intellectuellement, socialement, émotionnellement, etc., etc. Et peut-être que souvent on se perd dans la création d'un masque qu'on porte au quotidien et qui au final nous colle à la peau et on ne sait même plus qui on est. Et j'ai trouvé intéressant cette logique de comme un oignon, en fait, il faut enlever les couches. Et c'est quand on a enlevé un maximum de couches, en fait, qu'on se retrouve avec nous-mêmes et qu'on sait exactement qui on est, quand justement on fait tomber le masque et tous ces artifices. Ah bah super, hein, ça me touche beaucoup ouais, super. Bah écoute, moi dans cette continuité-là, je pense que ce serait le mot phénix. Le phénix, il renaît de ses cendres mais il renaît aussi à travers un à travers un dépouillement. Donc ça complète ce que tu viens de mentionner. Moi, j'ai laissé des choses dans le passé, j'ai fermé la porte et aujourd'hui je reconstruis, dans une continuité, mais en même temps, avec des nouveaux éléments et cette date-là, du 25 avec vous tous, ça a complètement incarné, ce que je pressentais qui est tu vois? J'avais déjà fait tout un processus avant puisque je vous ai parlé de Budapest et Prague et tout ce cheminement, mais si tu veux, le 25 octobre, c'était un peu l'épiphanie, quoi et là, maintenant, il y a encore, plein de conséquences, bah, comme ce podcast ou la rencontre qu'on a faite la semaine passée, toi et moi, des visus, les choses c'est en fait, c'est infini. C'est pour ça qu'on n'a pas tout d'une vie, je crois. Non, mais c'est vrai, le temps, c'est vachement précieux, quoi. Parce que franchement, c'est ce que tu en fais, hein. Clairement. Et puis bah, malheureusement, on arrive à la fin de ce podcast. Ouais. Mais est-ce que tu as peut-être un mot de la fin à partager, en plus de Phoenix? En fait, non, je suis très reconnaissante, en fait, Félie, parce que comme Kim, comme Édouard, comme d'autres plus jeunes que moi et puis, bon, bien sûr, aussi des plus âgés, que j'ai rencontrés dernièrement, mais hem vos rencontres, tu vois, m'inspirent beaucoup de reconnaissance et d'inspiration, en fait et c'est quand même ouais, c'est moi, à chaque rencontre, c'est comme quand on voyage, quoi, tu vois? Tu tu découvres des nouvelles choses et ça me donne un regard et des envies, tu vois? Ça me motive, en fait, donc je suis très reconnaissante pour ce podcast. Je suis très reconnaissante de t'avoir rencontré, pour ton authenticité aussi et puis je salue vraiment, ça je voulais le dire à tous les auditeurs, je suis très impressionnée par ton professionnalisme et la structure, la clarté de tes contenus et donc je me réjouis de découvrir, en partie, parce que je ne vais peut-être pas suivre toute la formation, mais forcément comme on va bosser ensemble sur certains contenus. Donc bravo.